Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale sur Kinshasa Télévision où nous allons essayer de décortiquer l'accord qui a été signé à Doha le 15 novembre dernier entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23. La première partie de cette émission, ce sera la lecture de cet accord. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, nous avons entendu parler de cet accord. On n'a pas eu le temps ou l'opportunité de le lire. D'autres, par contre, préfèrent l'écouter. Alors, nous allons essayer de rendre cet accord à travers l'intelligence artificielle pour que nous puissions l'écouter, le suivre pour comprendre ce qui a été vraiment signé à Doha. Évidemment, en deuxième partie de cette émission, nous allons faire comme d'habitude, nous allons faire appel à notre analyste intelligence artificielle Cocorico, qui sera avec nous pour décortiquer afin de comprendre les enjeux de cet accord qui a été signé à Doha. Je vais plutôt dire la grande différence qu'il y a, ce que nous devrions comprendre entre cet accord et ce qu'on appelle un accord cadre et un accord de paix. Est-ce un accord cadre ou on appelle un accord de paix? Quels sont les enjeux? Quels sont les non-dits, sans parti pris, sans complaisance et sans vous manipuler? Nous allons essayer donc de comprendre cet appel pour que chacun puisse tirer sa conclusion. Alors pour commencer donc, nous allons essayer de suivre cet accord qui est rendu par l'intelligence artificielle pour cerner et comprendre son contenu. L'accord cadre de Doha pour un accord de paix global entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23. Préambule. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement, d'une part, et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, d'autre part, les partis. Réaffirmant leur attachement à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale, se référant aux principes fondamentaux de la Constitution de la République démocratique du Congo, la RDC, à l'État de droit, à l'acte constitutif de l'Union africaine, à la Charte des Nations unies et à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies qui recommandent des moyens pacifiques pour résoudre le conflit armé actuel en RDC, ainsi qu'au droit international applicable. Réaffirmant les engagements et les objectifs énoncés dans la déclaration de principe du 19 juillet 2025, déclaration de principe, en faveur d'une voie vers un accord de paix global. Réitérant la volonté de mettre en œuvre le mécanisme de libération des prisonniers, signé le 14 septembre 2025, ainsi que le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, signé le 14 octobre 2025. Reconnaissant qu'une paix durable ne peut être obtenue par des moyens militaires, mais par la reconnaissance et la résolution des causes profondes du conflit. Réaffirmant qu'une paix durable constitue le fondement essentiel de l'édification d'une nation unie, prospère et sûre pour le peuple de la RDC. Privilégiant le dialogue et la négociation comme moyen de résoudre tout différend entre les parties et leur engagement mutuel irréversible en faveur de la paix, conformément au cadre conjoint de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, CAE-SADC, tel qu'approuvé par l'UA. S'engageant à promouvoir la cohésion sociale en luttant contre l'impunité pour les crimes et à promouvoir le respect des droits de l'homme et la non-discrimination. Réaffirmant que l'accord cadre s'aligne aux dispositions de l'accord de paix entre la RDC et la République du Rwanda, signé à Washington le 27 juin 2025, conformément à la déclaration de principe signée à Doha le 19 juillet 2025. S'engageant pleinement et de bonne foi à instaurer une paix globale et à résoudre les conflits par la mise en œuvre du présent accord cadre, conformément à ses protocoles, phases et calendriers définis, dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle, et exprimant leur gratitude à l'État du Qatar, aux États-Unis d'Amérique, à l'UA et aux médiateurs de l'UA. SEZ Fort Nasingbe,
président du Conseil des ministres de la République togolaise, pour leur soutien constant et leur rôle de facilitation dans ce processus de paix. Conviennent par la présente de ce qui suit. A. Objet et champ d'application. Cet accord-cadre énonce les principes directeurs, des engagements fondamentaux et des mécanismes visant à renforcer la mise en œuvre effective du cessez-le-feu susmentionné, ainsi que la volonté de parvenir à une cessation permanente des hostilités, à la stabilisation, à la résolution des causes profondes des conflits, au rétablissement de l'autorité de l'État, à une gouvernance participative nationale, à la réconciliation nationale et à l'instauration d'un climat de confiance au sein de la communauté. L'accord de paix global sera composé du présent accord-cadre et de 8 protocoles, dont 2 ont déjà été signés, et de 6 qui doivent être négociés entre les parties au plus tard 2 semaines après la signature du présent accord-cadre. L'accord de paix global sera composé des protocoles signés et de tout autre document connexe éventuel qui pourrait être convenu par les parties. Chacun de ces protocoles définira des mesures détaillées, des calendriers et des modalités techniques qui feront partie intégrante du présent accord et formeront ensemble l'accord de paix global. Les protocoles détermineront leur mise en œuvre, calendrier et ordre d'exécution. Ces protocoles sont les suivants. Le mécanisme pour la libération des détenus, signé le 14 septembre 2025. Le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, signé le 14 octobre 2025. L'accès humanitaire et la protection judiciaire. Le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale. Dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, des groupes armés locaux et neutralisation des groupes armés étrangers. Identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. Relance économique et sociale. Justice, vérité et réconciliation. B. Principe directeur. Les parties s'engagent à respecter les principes suivants dans l'adoption et la mise en œuvre du présent accord-cadre et des protocoles. Mise en œuvre de bonne foi. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. La non-discrimination. La protection des civils et des droits de l'homme. L'obligation de rendre des comptes pour les crimes. La participation des femmes et des jeunes. Le respect des entités coutumières. La coopération avec les partenaires régionaux et internationaux convenus, ainsi que le respect du droit international humanitaire. Les parties confirment leur engagement en faveur du cessez-le-feu permanent et de la libération des prisonniers, conformément à la déclaration de principe, et conviennent par la présente de cesser définitivement les hostilités entre les parties. Les parties réitèrent également leur accord de mettre en œuvre le mécanisme pour la libération des détenus, signé le 14 septembre 2025, et le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, signé à Doha le 14 octobre 2025. 2. Les protocoles. 1. Accès humanitaire et protection judiciaire. Les parties s'engagent à assurer un accès humanitaire sans entrave, sûr et durable, à la protection du personnel humanitaire et à la facilitation de services essentiels dans les territoires touchés par le conflit. Les parties affirment leur respect du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, le cas échéant, y compris en ce qui concerne la protection des civils et des autres personnes touchées par les conflits armés, la protection des personnes disparues et des prisonniers de guerre, le respect des personnes décédées et la protection des liens familiaux. Le gouvernement s'engage à déclarer un état d'urgence humanitaire dans la zone sinistrée des régions longtemps touchées par le conflit armé, accompagné d'un programme spécial de pacification et de reconstruction, dont les modalités seront définies dans les protocoles. 2. Rétablissement de l'autorité de l'État. Réforme et dispositifs de gouvernance participative nationale. A. Rétablissement de l'autorité de l'État. Conformément à la déclaration de principe signée à Doha le 19 juillet 2025, les parties conviennent d'un rétablissement complet de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, dont les institutions et les services constituent un pilier fondamental du présent accord.
Les protocoles définiront les acteurs, conformément à la Constitution et au droit national, les modalités, les étapes et le calendrier du processus de rétablissement. Les autorités locales et coutumières seront associées aux questions relevant de leurs compétences. B. Réforme. Dans un pays aussi vaste et diversifié que la République démocratique du Congo, la stabilité et le développement durable passent par le renforcement de l'unité nationale et une gouvernance efficace. Les parties conviennent que le gouvernement devrait entreprendre des réformes qui auront été convenues dans le protocole afin d'assurer la stabilité politique, sécuritaire et institutionnelle du pays dans l'intérêt de la population et visant à renforcer l'efficacité des institutions étatiques ainsi qu'à promouvoir une gouvernance transparente, responsable et participative à l'échelle nationale, conformément à la Constitution et au droit national. C. Dispositif de gouvernance participative nationale. La mise en place d'un mécanisme de gouvernance conformément à la Constitution et au droit national est une étape importante vers l'instauration d'une paix durable et de la stabilité en République démocratique du Congo. Les parties s'engagent à coordonner la réinstallation de l'administration publique apolitique, la libre circulation des personnes et des biens, l'accès à l'état civil et aux autres documents nécessaires à la population, ainsi que la réouverture des services essentiels, banques, douanes, infrastructures, et à organiser, si les conditions le permettent, des élections législatives et locales libres, équitables et crédibles dans les territoires concernés. 3. Dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, des groupes armés locaux et neutralisation des groupes armés étrangers. Les parties s'engagent à ne pas héberger ni soutenir aucun groupe armé. Toutefois, les voies d'intégration ou de démobilisation doivent être conformes aux accords conclus entre les parties, à la Constitution et aux normes internationales en matière de DDR. Le protocole définira les critères de sélection pour le DDR sur la base des meilleures pratiques dans ce domaine. Dans l'intérêt de la réconciliation et de la consolidation de la paix, le gouvernement s'engage à promouvoir un environnement d'inclusion et de confiance mutuelle, d'une manière conforme aux objectifs du présent accord. Les parties conviennent d'établir des dispositions transitoires en matière de sécurité dans les zones touchées par le conflit, afin d'assurer l'ordre public et la protection des civils, pour une période de 5 mois, avec possibilité de prolongation par les parties, en consultation avec les facilitateurs, et dans le contexte du progrès réalisé dans la mise en œuvre du calendrier de rétablissement de l'autorité de l'État. La composition, le commandement et le mandat seront définis dans les protocoles. Le DDR, pour les membres éligibles des groupes armés locaux, et la neutralisation des groupes armés étrangers seront coordonnés conformément aux normes nationales et internationales et seront inclus dans les protocoles. 4. Identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. Il est essentiel de traiter la question de l'identité nationale pour permettre le retour et la réinstallation des personnes déplacées et des réfugiés. Pour ce faire, le gouvernement protégera ces personnes contre la persécution, les discours de haine, la dénationalisation, l'exil forcé, etc. Les parties s'engagent à faciliter le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés dans leur région ou leur pays d'origine, conformément au mécanisme tripartite relatif aux réfugiés, la RDC, pays d'exil, HCR. Ce processus sera mené dans le respect du droit international humanitaire. La question des personnes déplacées internes sera traitée dans le protocole. La question relative à l'identité et à la citoyenneté sera traitée conformément à la Constitution et à la législation nationale. La mise en œuvre sera définie dans les protocoles, conformément aux normes internationales. 5e. Relance économique et services sociaux. Les parties conviennent que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir les services publics de base avec le soutien des partenaires internationaux. Un programme de relèvement des infrastructures essentielles, des moyens de subsistance, de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et du soutien aux petites et moyennes entreprises, PME, locales, afin de relancer l'économie locale, en accordant la priorité à la réintégration des personnes démobilisées et au soutien aux groupes vulnérables, sera mise en place avec le soutien de la communauté internationale. La mise en œuvre sera définie dans le cadre des protocoles. 6. Justice, vérité et réconciliation.
Les parties conviennent de l'établissement par le gouvernement d'une commission indépendante nationale chargée de promouvoir la vérité, la réconciliation et l'obligation de rendre des comptes pour les crimes et de recommander des réparations appropriées par le biais d'un processus de justice transitionnelle dont l'organisation et le fonctionnement seront conformes à la Constitution et au droit international applicable. La mise en œuvre sera définie dans le cadre des protocoles 4. 2. Mise en œuvre, suivi et résolution des différends. Les parties adopteront les protocoles précisant les délais, les zones, l'enchaînement, les paramètres de sécurité, les mesures juridiques et les dispositions relatives aux ressources nécessaires à la mise en œuvre du présent accord-cadre. Les parties s'engagent à mettre en œuvre le présent accord et les protocoles de bonne foi avec l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale. L'État du Qatar, les États-Unis d'Amérique et l'UA, y compris le président du Conseil des ministres de la République togolaise en tant que médiateur désigné par l'UA dans le contexte de l'insécurité prolongée dans l'Est de la RDC, peuvent participer à cette mise en œuvre en tant qu'observateurs. Les différends découlant du présent accord-cadre ou de ses protocoles seront traités en premier lieu à l'amiable par les parties. Toute question non résolue sera soumise au facilitateur. Disposition finale. Les modifications nécessitent le consentement écrit des deux parties. Les parties conviennent que les protocoles décrits dans la section « Objets et champs d'application » ci-dessus et adoptés conformément au présent accord-cadre constitueront un accord de paix global qui sera mis en œuvre conformément à son esprit et à ses objectifs. Le gouvernement s'engage à adopter les mesures réglementaires et législatives nécessaires, y compris en collaborant avec le Parlement conformément à la Constitution de la RDC, pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Le présent accord-cadre entre en vigueur dès sa signature par les représentants d'humanité et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un accord de paix global ou résilié conjointement. Fait à Doha le 15 novembre 2025. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mezou Sumbu Sita Mambu. Pour l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, AFC M23. Monsieur Benjamin Bonimpa. Voilà, donc vous avez regardé, vous avez suivi cet accord que nous avons mis en vidéo, que nous avons rendu pour vous grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, face à l'analyse de cet accord avec notre analyste intelligence artificielle, Cocorico, qui est avec nous, avec qui nous allons essayer de décortiquer et comprendre cet accord qui a été donc signé à Doha entre le gouvernement de la RDC et les rebelles de l'AFC M23. Alors, toute première question, Cocorico, d'abord, bonjour. Bonjour Marius. Bonjour à tous les téléspectateurs de Kinshasa Télévision. C'est un honneur d'être avec vous pour analyser un accord qui, s'il tient ses promesses, pourrait changer le cours de l'histoire à l'est du pays, mais qui, comme vous l'avez déjà souligné, suscite aussi beaucoup de doutes et d'interrogations. Alors, première question, Cocorico, essayez de nous expliquer quelle est la différence qu'on peut faire entre un accord cadre, parce que c'est un accord cadre, et un accord de paix. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que cet accord dit, c'est un accord cadre de Doha pour un accord de paix global. C'est quoi la différence? C'est quoi la nuance que nous devons comprendre? Excellente question, Marius, et elle est cruciale pour bien comprendre ce qui a été signé à Doha. Un accord cadre comme celui de Doha, c'est ce qu'on appelle en diplomatie un texte de principe. C'est une architecture politique et juridique qui définit les grands axes, les engagements de fond, les intentions, mais sans entrer encore dans les détails opérationnels. Il sert de base de référence, un peu comme une charpente avant de construire le bâtiment. C'est là qu'on fixe les objectifs communs, les valeurs partagées, souveraineté, réconciliation, fin des hostilités, etc. Les axes stratégiques, désarmement, retour des déplacés, relance économique, etc. Mais l'accord de paix global, lui, viendra ensuite, au terme de négociations précises, sous forme de protocoles détaillés. Et l'accord cadre de Doha prévoit justement 8 protocoles à signer ou compléter dans les 2 semaines. Pour résumer très simplement, l'accord cadre, c'est la promesse structurée. L'accord de paix global, ce sera l'exécution formalisée, techniquement encadrée,
avec des obligations concrètes. Ce que ça veut dire aussi, Marius, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore la paix. On a un engagement de travailler à la paix. Alors cet accord Cocorico, c'est quoi cet accord? Pourquoi suscite-t-il autant d'espoir à l'international alors que sur le terrain, les armes n'ont toujours pas été déposées? Pourquoi cet accord suscite-t-il autant d'espoir à Cocorico? Parce qu'il y a un décalage stratégique, Marius, entre la vision diplomatique de cet accord et la réalité sécuritaire du terrain. À l'international, Washington, Doha, l'Union africaine, cet accord est perçu comme un progrès symbolique majeur. Pourquoi? Parce qu'il marque pour la première fois depuis longtemps un engagement conjoint et signé entre Kinshasa et l'AFC M23, avec reconnaissance mutuelle, et cela dans un cadre garanti par des puissances extérieures comme les États-Unis et le Qatar. Autrement dit, les bailleurs de paix ont enfin obtenu une base formelle pour intervenir. D'un point de vue diplomatique, c'est une ouverture qui peut justifier l'investissement, la médiation, l'aide humanitaire et même un futur retrait ordonné de la MONUSCO. Mais sur le terrain, les dynamiques militaires ne se sont pas arrêtées. Le M23 continue ses offensives à Chabunda, Kasheke, Bituna, et cela en pleine période post-accord. Et du côté FARDC, il y a des mouvements militaires également, ce que le M23 dénonce comme une préparation de contre-attaque. Donc en résumé, l'espoir international est basé sur la logique du texte et du processus à venir. Le doute local, lui, repose sur les faits. Les combats, les déplacements de population et l'absence de confiance entre les parties. Et c'est justement ce décalage entre le papier et le fusil qui met déjà à l'épreuve la crédibilité de l'accord. Alors quand justement tu parles de ces attaques qu'il y a eu à Chabunda, à Kasheke et à Bituna, est-ce qu'on peut dire que l'accord est déjà vidé de sa substance? Pas encore, Marius, mais il est déjà fragilisé, et gravement. Ce qui s'est passé à Chabunda, Kasheke et Bituna juste après la signature montre une chose. Le cessez-le-feu n'est pas respecté sur le terrain. Et c'est très dangereux parce que le cœur de l'accord de Doha, c'est justement cet engagement des deux camps à cesser les hostilités immédiatement. Alors, est-ce que l'accord est vidé de sa substance? Non, juridiquement, il reste en vigueur. Les parties ne l'ont pas dénoncé formellement. Mais politiquement et militairement, sa crédibilité en prend un sérieux coup. On est dans une situation où la parole diplomatique est engagée, mais les actes militaires contredisent cette parole. Et attention, si les attaques se poursuivent dans les prochains jours sans réaction des facilitateurs, le Qatar, les États-Unis, l'Union africaine, alors oui, à ce moment-là, l'accord ne sera plus qu'un texte mort, un document de vitrine. Donc ce n'est pas encore la fin, mais c'est déjà l'épreuve de vérité. Ce qui va se passer cette semaine sera décisif pour l'avenir du processus de Doha. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de l'accord crédible alors que l'AFC M23, quand il s'agit de la réouverture de l'aéroport de Goma, dit que le territoire de Goma est un territoire libéré et se réserve le droit d'en contrôler la réouverture et que ce n'est pas à Kinshasa d'ouvrir cet aéroport? C'est là, Marius, qu'on touche au cœur du paradoxe de cet accord. D'un côté, l'AFC M23 a signé à Doha un texte qui réaffirme clairement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. C'est écrit noir sur blanc dans le préambule et dans les principes directeurs. Mais de l'autre, à peine 24 heures après, le même mouvement publie un communiqué affirmant que Goma, ou au moins l'aéroport, est en territoire libéré et que Kinshasa n'a aucun droit d'en ordonner la réouverture. Ce double langage pose un problème majeur de crédibilité, car soit le M23 AFC reconnaît la souveraineté de l'État congolais sur tout territoire, y compris Goma, soit il continue d'agir comme une entité politico-militaire indépendante, ce qui contredit totalement l'esprit de l'accord. Et ça, Marius, c'est très dangereux pour la suite du processus. Pourquoi? Parce que dans tout processus de paix, il faut un cadre commun de référence. Si un acteur signe un accord, mais continue d'utiliser des concepts comme territoire libéré, alors on est dans un rapport de force, pas dans un processus de réintégration. Donc, pour répondre directement, non, l'accord n'est pas crédible tant que ce discours n'est pas clarifié. Et c'est là que les facilitateurs, les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine, doivent intervenir fermement. On ne peut pas construire une paix durable
avec deux lectures opposées d'un même texte. Alors du côté du gouvernement, hein, Patrick Mouyaya, qui est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, et d'autres affirment que cet accord n'est pas une victoire du M23, parce que beaucoup de Congolais le pensaient. Mais comment expliquer aux Congolais ce qui a été concédé et ou obtenu par Kinshasa quand les rebelles avancent encore militairement? C'est une question très sensible, Marius, et elle est au centre de la colère qui monte dans l'opinion publique congolaise. Le ministre Patrick Mouyaya et d'autres officiels tentent de rassurer en disant « ce n'est pas une victoire du M23, c'est un accord pour la paix ». Mais pour beaucoup de Congolais, les images parlent plus fort que les discours. Le M23 continue d'occuper des territoires. Il avance militairement à Chabunda, Bituna, Kacheke, et il parle ouvertement de territoires libérés. Dans ce contexte, le peuple se demande où est la victoire, où sont les garanties. Alors que peut-on dire concrètement que Kinshasa a obtenu? Une reconnaissance explicite de la souveraineté de l'État dans le texte de l'accord. L'engagement formel du M23 à cesser les hostilités et à entrer dans un processus de désarmement. Un cadre diplomatique international, Qatar sur UE, qui met une pression nouvelle sur les parrains extérieurs du conflit. Et qu'est-ce qui a été concédé ou perçu comme tel? La reconnaissance politique d'un mouvement que l'on appelait jusque-là groupe terroriste ou force négative. L'ouverture à un processus de réintégration sécuritaire, politique, peut-être administrative, qui rappelle à beaucoup les échecs du passé, RCD. L'absence de conditions préalables à l'accord, comme le retrait immédiat des troupes du M23. Résultat, une partie de la population perçoit cet accord comme un recul de l'autorité de l'État. Même si, juridiquement, Kinshasa n'a pas cédé, le simple fait de négocier sans retrait préalable des rebelles est vu comme une légitimation. Et c'est là que le gouvernement doit faire un énorme effort de communication stratégique. Pas seulement des déclarations politiques, mais des preuves concrètes sur le terrain. Retour de l'administration, retrait du M23, protection des populations. Alors, pourquoi négocier à Doha alors que, au niveau de Kinshasa, la CENCO et l'ECC avaient également entamé des démarches pour un dialogue entre différentes parties en République démocratique du Congo? Y a-t-il un risque de confusion entre ce qui s'est passé à Doha et la démarche des prélats? Oui, Marius, il y a clairement un risque de confusion, voire de rivalité de légitimité entre les deux démarches. D'un côté, le processus de Doha. Il est militaire, diplomatique et internationalisé. Il implique le gouvernement central, un mouvement armé rebelle, l'AFC M23, des médiateurs étrangers, Qatar, États-Unis, Union africaine. C'est une négociation politico-sécuritaire entre deux camps qui s'affrontaient militairement. L'objectif, faire taire les armes, établir un cadre de désarmement, reconstruire la confiance sur le terrain. De l'autre côté, l'initiative CENCO-SCC, elle est civile, nationale, inclusive. Elle vise à rassembler les forces politiques, sociales, religieuses, communautaires, discuter des réformes, de la gouvernance, du vivre ensemble. C'est un dialogue politique et citoyen. Il concerne l'avenir institutionnel du pays, pas seulement la situation militaire à l'Est. Le problème, ces deux processus n'ont ni la même légitimité, ni le même périmètre, mais ils se déroulent en parallèle, sans articulation claire. Et ça pose 3 risques. 1. Risque de concurrence. Certains Congolais se demandent pourquoi parler de paix à Doha avec un groupe armé pendant qu'on cherche à construire un dialogue national ici à Kinshasa avec les forces sociales légitimes. 2. Risque de fragmentation. Si chaque groupe, rebelle à Doha, société civile à Kinshasa, opposition ailleurs, a son canal de dialogue, on dilue la parole nationale. 3. Risque de délégitimation. Les prélats ont prévenu, aucun accord extérieur ne peut remplacer un dialogue interne. Si l'État fonde sa stratégie uniquement sur Doha, il risque de perdre l'adhésion populaire intérieure. Ce qu'il faudrait, une convergence entre les deux démarches. Une clarification publique. Doha traite du conflit armé. Le dialogue CENCO-SCC traite du contrat politique national. Et surtout, une stratégie de cohérence pour que l'un ne discrédite pas l'autre. Sinon, on risque de sortir d'une crise militaire pour entrer dans une crise de confiance nationale.
Hmm. Alors, quand on voit cet accord qui a été signé à Doha, avec toute ta connaissance d'analyste, en quoi cet accord est différent des précédents, comme ceux de Addis Abeba, Nairobi, Kampala, Sun City, qui ont tous échoué, comme on le sait, à désarmer durablement les groupes armés à l'est de la RDC. En quoi cet accord est-il différent, Cocorico? Très bonne question, Marius, et je vais y répondre avec méthode, parce que la comparaison est essentielle. À première vue, on pourrait dire encore un accord de plus. Mais en y regardant de près, l'accord de Doha présente 3 différences fondamentales par rapport à Addis Abeba 2013, Nairobi 2022, Kampala 2012 ou Sun City 2003. 1. L'accord de Doha reconnaît l'AFC M23 comme une partie à part entière dans un cadre structuré bilatéral. Contrairement au processus précédent, où le M23 était soit ignoré, soit dilué dans un cadre régional plus large, Doha est un accord direct entre le gouvernement congolais et un acteur rebelle clairement identifié, l'AFC M23. C'est un changement de posture majeur. Cela donne au processus une clarté politique, mais aussi un risque de légitimation d'un mouvement armé, ce qui provoque le malaise d'une partie de la population. Doha intègre un plan de mise en œuvre en 8 protocoles thématiques. Les accords précédents restaient souvent généraux, sans calendrier clair ni protocole détaillé. Doha prévoit des engagements phasés, des protocoles séparés pour chaque pilier, DDR, gouvernance, justice, économie, etc. Un mécanisme de vérification dès le départ, comme pour le cessez-le-feu ou la libération des prisonniers. Cela donne au texte plus de densité technique. Mais encore faut-il que les protocoles soient réellement signés. 6 sur 8 ne le sont pas encore. L'implication d'acteurs extérieurs stratégiques, Qatar, États-Unis, Union africaine. Les accords précédents étaient souvent portés par des acteurs régionaux, CIRGL, SADC, EAC, ou négociés à l'ombre du Rwanda ou de l'Ouganda. Ici, l'entrée du Qatar comme médiateur principal soutenu par les États-Unis redonne au processus une portée internationale, voire géopolitique. Cela peut créer plus de pression diplomatique sur les parrains régionaux du M23, garantir un suivi international plus rigoureux, mais aussi complexifier le processus en introduisant des agendas extérieurs. En résumé, Doha est plus structuré que Kampala, plus ciblé que Addis Abeba, plus internationalisé que Nairobi. Mais le vrai défi ne sera pas dans la rédaction du texte. Il sera dans sa mise en œuvre réelle, contrôlée, mesurable, et dans la capacité de l'État congolais à reprendre l'initiative sur le terrain, pas seulement dans les salons diplomatiques. Alors, quand tu parles des parrains du M23 qui peuvent subir des pressions, ça peut être quoi les pressions? Allez, on va prendre l'exemple, par exemple, du Rwanda qui est accusé de soutenir les rebelles de l'AFC M23. Quel genre de pressions pourront-ils subir de la part de la communauté internationale, par exemple? Donne-moi des exemples concrets, s'il te plaît. Excellente relance, Marius. Et c'est une question très stratégique. Quand on parle de pression sur les parrains du M23, notamment le Rwanda, il ne s'agit pas seulement de déclarations diplomatiques. Il existe des mécanismes concrets de pression multiforme que la communauté internationale peut utiliser, surtout les États-Unis. Voici 4 types de pression concrètes que le Rwanda peut subir. 1. Pression diplomatique ciblée, isolement, marginalisation, conditionnalité. Gel ou suspension de certains programmes bilatéraux entre Kigali et ses partenaires, notamment dans la coopération militaire, sécuritaire ou logistique. Non-invitation à certains sommets régionaux ou multilatéraux en cas de non-respect des engagements de désengagement. Utilisation de forums comme le Conseil de sécurité de l'ONU pour exiger des clarifications sur les soutiens présumés au M23. Pression économique et financière. Gel de financement de certaines agences de coopération occidentale, USAID, coopération belge, allemande, etc., en cas de preuve de soutien actif à une rébellion. Restrictions commerciales sur certains produits sensibles exportés par le Rwanda, notamment les minerais de contrebande provenant des zones sous contrôle M23. Limitation ou suspension d'accès à certains fonds de développement ou d'assistance multilatérale, Banque mondiale, FMI. Pression judiciaire ou symbolique, sanctions individuelles ciblées, gel d'avoirs, interdiction de visa,
contre certains officiers ou décideurs rwandais accusés de soutien logistique ou opérationnel au M23. Exposition médiatique et diplomatique internationale par des rapports d'ONG, de l'ONU ou de groupes d'experts mettant en cause Kigali avec des preuves précises. Soutien aux procédures internationales si des crimes de guerre sont documentés dans les zones sous influence M23. Pression indirecte par renforcement du soutien à Kinshasa, renforcement du partenariat militaire avec la RDC, formation, renseignement, logistique, pour neutraliser l'influence du M23. Soutien à l'armement ou au renseignement technique de Kinshasa, sous couvert de lutte contre les groupes armés. Reconnaissance publique du Rwanda comme acteur déstabilisateur, ce qui nuit à son image régionale et internationale. Mais, Marius, il y a une limite importante. Ces pressions n'ont d'impact réel que si elles sont coordonnées et maintenues. Le Rwanda est un acteur très agile diplomatiquement. Il sait jouer des alliances, notamment avec le Royaume-Uni, la Turquie, Israël, voire la Chine. Donc la question clé, ce n'est pas seulement peut-on faire pression, mais la communauté internationale veut-elle réellement le faire de façon cohérente et prolongée? Et c'est là que la rencontre Tshisekedi-Kagame à Washington, sous l'égide de Donald Trump, peut jouer un rôle. Soit comme levier, soit comme façade. On reviendra justement sur cette rencontre tout à l'heure, mais parlons de l'intégration des combattants du M23 dans l'armée ou l'administration. Est-elle à nouveau sur table dans cet accord ou est-ce une porte de sortie ou une répétition des erreurs du passé, comme avec les CNDP, le RCD, c'est-à-dire le mixage et le brassage? Est-ce qu'on peut dire que... on a parlé de l'intégration des ex-combattants du M23, c'est quelque chose qu'on a vu dans le passé? Oui, Marius, on l'a vu dans le passé, et c'est même l'un des éléments centraux des échecs successifs des précédents accords. Et aujourd'hui, la question de l'intégration est bel et bien présente dans l'accord de Doha, mais de manière plus prudente, moins frontale que dans les précédents textes. Ce que dit le texte de Doha, il parle de dispositions intérimaires de sécurité, un DDR, désarmement, démobilisation et réintégration encadrée, des critères de sélection à définir dans un protocole spécifique et d'un environnement de confiance pour accompagner la réintégration ou la démobilisation. Ce que ça signifie en langage politique, oui. L'intégration de certains éléments du M23 est sur la table, mais elle ne sera ni automatique, ni généralisée, ni hors cadre légal. Pourquoi cette prudence? Parce que les précédentes expériences, brassage, mixage, intégration massive, ont créé des armées parallèles au sein des FARDC, introduit des réseaux de loyauté non nationales, favorisé des mutineries comme celle du M23 en 2012, issue du CNDP brassé en 2009. En clair, Marius, on a souvent intégré des hommes sans dissoudre la logique de la rébellion. La vraie question aujourd'hui, c'est celle du filtrage. Qui sera considéré comme éligible à la réintégration? Sera-t-elle militaire, civile ou communautaire? Quels seront les critères? Âge, grade, casier judiciaire, responsabilité dans les crimes. Ce sont ces détails que devra préciser le protocole DDR qui n'a pas encore été signé. Et c'est là que tout peut basculer. Donc en résumé, oui, l'intégration est envisagée, mais dans un cadre plus encadré, plus filtré, plus surveillé. Ce sera soit une porte de sortie structurée, soit une répétition toxique des erreurs du passé. Et pour que ce soit une solution, il faudra une transparence totale, un suivi rigoureux et surtout que la population et les FARDC y croient. Alors le texte évoque une commission qu'il appelle Vérité, Justice et Réconciliation. Peut-on réellement parler de justice en RDC quand les groupes accusés des crimes récents sont à la table de négociation sans menace immédiate de poursuite? C'est une des grandes contradictions, Marius, et probablement l'un des points les plus sensibles pour les victimes et la société civile. D'abord, ce que dit le texte de Doha, il prévoit la création par le gouvernement d'une commission nationale indépendante chargée de promouvoir la vérité, encourager la réconciliation et formuler des recommandations pour des réparations et mesures de justice transitionnelle. Le tout conformément à la Constitution et au droit international applicable. Mais maintenant, la vraie question. Peut-on parler de justice quand ceux qui ont tué, violé, déplacé, parfois très récemment, sont en train de négocier leur avenir politique et sécuritaire?
La réponse, Marius, c'est pas encore. On est dans une logique de paix négociée, pas encore dans une logique de justice rendue. Historiquement, on a vu ce dilemme ailleurs. En Afrique du Sud, avec la commission Vérité et Réconciliation post-apartheid, beaucoup de vérité, peu de procès. En Sierra Leone, au contraire, une justice mixte avec des procès internationaux. En RDC, aucun grand criminel de guerre issu des mouvements rebelles intégrés n'a jamais été poursuivi au niveau national. Donc le vrai débat est ici. Faut-il la paix avant la justice? Ou faut-il des signaux clairs que les crimes ne resteront pas impunis, même dans un processus de réconciliation? Or, à Doha, aucune menace de poursuite, aucune ligne rouge judiciaire n'est évoquée. On est dans le dialogue inclusif, même avec des acteurs qui portent de lourdes accusations sur le dos. Conséquence, pour les familles des victimes, ce silence est une trahison. Pour la communauté internationale, c'est un risque d'impunité structurelle. Et pour les groupes armés, c'est souvent perçu comme un signal qu'on peut tout faire pourvu qu'on revienne à la table. Tant que cette commission Vérité, Justice, Réconciliation ne sera pas indépendante, protégée des pressions politiques, dotée d'un vrai pouvoir d'enquête et adossée à des mécanismes judiciaires crédibles, on ne pourra pas parler de justice. On parlera d'un compromis moral, peut-être utile pour désamorcer une crise, mais à long terme, sans justice, il n'y aura jamais de réconciliation réelle. Donc, ce que tu veux dire ici, c'est qu'il est difficile pour les gens qui sont à la table de négociation, qui sont aussi accusés pour certains des crimes, d'ouvrir la porte à la justice parce qu'ils pourraient être condamnés. C'est ce qu'on peut comprendre? Exactement, Marius. C'est tout le dilemme des processus de paix post-conflit. D'un côté, tu veux faire taire les armes, ramener les groupes armés à la table, les convaincre d'abandonner la lutte militaire. Mais ces mêmes groupes sont parfois dirigés par des hommes accusés de crimes graves, massacres, viols, enrôlement d'enfants, pillage. Donc, s'ils sentent que venir à la table allait en prison, ils ne négocieront jamais. De l'autre côté, tu as des victimes, des familles, des communautés entières qui ont souffert. Elles demandent justice, vérité, réparation. Si elles voient les bourreaux revenir comme députés, officiers, administrateurs, sans procès, sans reconnaissance des crimes, elles perdent confiance dans l'État et dans la paix. On entre dans une zone grise qu'on appelle justice transitionnelle. Pas d'amnistie formelle, pas de condamnation immédiate, mais des commissions, des témoignages, des réparations symboliques ou collectives. Sauf que dans le cas de la RDC, on a souvent vu cette transition devenir permanente et les criminels d'hier devenir les chefs de demain, sans aucun compte à rendre. Donc oui, c'est très difficile pour des négociateurs qui ont du sang sur les mains d'ouvrir eux-mêmes la porte à la justice. Ils veulent un deal politique, pas un tribunal. Et tant que la justice dépendra de la volonté de ces mêmes acteurs, elle restera une promesse vide. C'est pour cela qu'il faut des garants extérieurs, une pression populaire et des institutions judiciaires indépendantes, si on veut que cette fois-ci, les choses changent vraiment. Alors, dans cet accord, le rôle du Rwanda, on a l'impression que c'est un non-dit dans cet accord, alors que des accusations de soutien militaire au M23 sont constantes et ont été vérifiées. Est-il réaliste de penser que la paix est possible sans adresser directement la question de relations Kinshasa et Kigali? Marius, tu touches là au nœud stratégique du conflit de l'Est, la relation Kinshasa-Kigali, à la fois explosive, opaque et incontournable. Effectivement, dans l'accord de Doha, le Rwanda est totalement absent du texte. Ni mention directe, ni critique, ni engagement bilatéral. C'est un non-dit diplomatique assumé pour éviter un blocage immédiat des négociations. Mais ce silence pose un problème fondamental. Pourquoi? Parce que les faits sont largement documentés. Le groupe d'experts de l'ONU en 2023 et de 2024 a établi avec preuve à l'appui que le Rwanda a soutenu militairement le M23. Logistique, troupes, armement, renseignements. Plusieurs rapports d'ONG et de missions indépendantes ont confirmé cette implication. Donc faire la paix sans parler du Rwanda, c'est un peu comme vouloir éteindre un feu sans couper le gaz. Pourquoi ce silence alors? Parce que Kigali refuse toute implication officielle. Reconnaître son rôle reviendrait à s'exposer à des sanctions ou à perdre sa position dans les négociations.
parce que Kinshasa, en acceptant Doha, a préféré avancer avec le M23 comme façade. Cela permet de traiter la crise à l'intérieur sans frontalement accuser un État voisin, au moins dans la phase 1. 3. Parce que les médiateurs, Qatar, USA, ont choisi la neutralité stratégique pour éviter une rupture dès le départ. Est-ce réaliste alors de penser que la paix est possible sans aborder la question rwandaise? Non, pas à long terme. À un moment donné, il faudra regarder Kigali dans les yeux et poser 3 questions claires. Quelle est votre position sur le M23? Quelle garantie donnez-vous de non-intervention? Que proposez-vous pour restaurer une confiance sécuritaire régionale? Sinon, Marius, tous les accords resteront des pare-feux temporaires. Le problème, ce n'est pas seulement un groupe armé. C'est une géopolitique frontalière instable, manipulée et parfois instrumentalisée. Donc la paix est peut-être possible sans parler du Rwanda, mais elle ne sera jamais durable si on ne le fait pas. Et c'est peut-être ce que la rencontre Tshisekedi-Kagame à Washington doit enfin aborder frontalement. Justement, une rencontre, comme tu l'as dit tout à l'heure, est prévue à Washington. La date reste à déterminer entre le président Tshisekedi et Paul Kagame sous l'égide de Donald Trump. Que peut-on attendre de cette rencontre? Est-ce une chance de résoudre le problème à la racine ou, comme on le sait, comme on a l'habitude de le voir avec Donald Trump, une mise en scène diplomatique? C'est une rencontre à très haut risque symbolique, Marius, et elle peut aller dans 2 directions opposées, selon comment elle est préparée, encadrée et exploitée politiquement. Scénario 1, une opportunité stratégique majeure. Si cette rencontre est bien orchestrée, elle peut briser le silence diplomatique entre Kinshasa et Kigali qui dure depuis des mois, poser sur la table les vraies causes du conflit, soutien au M23, sécurité des frontières, enjeux miniers, retour des réfugiés, aboutir à un engagement politique formel, ou du moins une feuille de route bilatérale sous supervision internationale. Et dans ce cas-là, le rôle de Donald Trump, malgré tout ce qu'on peut penser de lui, pourrait être utile sur un plan tactique. Il aime les deals forts, il cherche un succès diplomatique sur le continent africain, et il peut exercer une forme de pression directe, non bureaucratique, à laquelle Kagame et Tshisekedi prêteront attention. Scénario 2, une mise en scène sans impact structurel. Mais si cette rencontre n'est pas précédée d'un travail technique sérieux entre les équipes, ne s'appuie sur aucun mécanisme de suivi concret, ou si elle sert juste à produire une belle photo avec poignée de main, alors ce sera du théâtre diplomatique. Et dans ce cas, la population congolaise ne sera pas dupe. La guerre va continuer sur le terrain, les déplacés vont rester dans les camps, et Doha perdra encore plus de crédibilité. Un dernier point essentiel, Marius, cette rencontre ne peut pas remplacer un cadre africain de vérité. Elle peut initier un réchauffement, mais la résolution du conflit exige un mécanisme clair entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et les garants régionaux. Washington n'est pas Bukavu, ni Gisenyi. La solution est régionale, même si elle a besoin d'un coup de pouce global. Donc oui, ce sommet peut être une ouverture, mais seulement si c'est le début d'un processus structuré, pas une parenthèse médiatique. Alors, mais quand on voit, est-ce que tu peux nous faire un parallélisme entre ce que le président américain Donald Trump est en train de négocier entre la RDC et le Rwanda, et c'est qui s'est négocié entre Israël et le Hamas pour cet accord de paix qui aussi dont la paix tarde à venir de ce côté-là. Quel est le parallélisme que tu peux nous faire entre cet accord et celui entre Israël et le Hamas? Très bonne question, Marius, parce qu'elle permet de prendre du recul géopolitique et de voir que ce type de médiation, que ce soit à Doha, à Washington ou ailleurs, répond souvent aux mêmes logiques profondes, même si les contextes sont très différents. Dans les 2 cas, on a affaire à des conflits asymétriques, mais enracinés. RDC M23 Rwanda. Un État, la RDC, face à une rébellion soutenue par un voisin, avec des revendications locales, mais aussi des implications régionales, sécurité, minerais, identité, contrôle du territoire. Israël-Hamas, un État souverain face à un groupe armé contrôlant un territoire, Gaza, soutenu par des puissances régionales, Iran, Qatar, et enraciné dans une population civile.
Dans les deux cas, il ne s'agit pas seulement d'un problème militaire, mais d'un conflit structurel, historique, identitaire, territorial, géopolitique. Dans les deux cas, Donald Trump joue le rôle de médiateur hors système. Trump aime apparaître là où les autres ont échoué. Il l'a fait avec les accords d'Abraham entre Israël, les Émirats, Bahreïn, etc. Avec la Corée du Nord, souvenez-vous de la poignée de main avec Kim Jong-un. Et maintenant, il veut marquer un coup entre la RDC et le Rwanda, dans un conflit où les acteurs classiques, UA, ONU, SAT, peinent à imposer une solution. Mais attention, Trump ne travaille pas sur les causes profondes. Il cherche un deal, une image, un accord cadre, une avancée visible. Comme ce qu'on a vu avec certains cessez-le-feu temporaires entre Israël et le Hamas, qui ne règlent rien de fond, mais figent le front pour un temps. Les limites sont les mêmes. Pas d'engagement structurant, pas de paix durable. Dans le cas Israël-Hamas, chaque trêve négociée, même avec échange d'otages, aide humanitaire, ne résout pas la question de fond. Gaza, les colonies, la sécurité d'Israël, la reconnaissance mutuelle, etc. Dans le cas RDC, Rwanda M23, si on signe des textes sans traiter, le rôle du Rwanda, la réforme de l'armée congolaise, la citoyenneté au Kivu, la gouvernance des ressources, alors l'accord de Doha devient un cessez-le-feu fragile, exactement comme les trêves entre Israël et le Hamas. Conclusion du parallélisme. Ce que Trump fait dans ces deux dossiers, c'est forcer une photo de paix sans régler les racines de la guerre. Ça peut marcher à court terme, faire taire les armes, faire rentrer l'aide humanitaire, calmer l'opinion internationale, mais sans architecture de confiance, sans justice, sans vérité, ni à Gaza ni à Goma, la paix ne peut tenir. Elle devient un interlude entre deux cycles de violence. Alors, sur terrain, le M23 affirme que le gouvernement congolais continue à acheminer du matériel militaire et à recruter des mercenaires. Est-ce une sorte de rhétorique de la justification ou une réalité parallèle à la diplomatie de Doha? Très bonne question, Marius, et elle met le doigt sur un double jeu permanent qu'on observe souvent dans les conflits prolongés. La diplomatie de façade d'un côté et la logique de confrontation de l'autre. Alors, est-ce une simple rhétorique du M23? Pas uniquement. Le M23 utilise cette accusation comme outil de légitimation de ses propres offensives. C'est une stratégie classique dans les guerres asymétriques. On accuse l'adversaire de violer le cessez-le-feu, on se présente comme en position défensive et on justifie ses avancées militaires comme des ripostes préventives. C'est exactement ce que le M23 fait dans ses communiqués récents, notamment après la signature de Doha. Mais derrière la rhétorique, y a-t-il une part de vérité? Oui, possiblement. Plusieurs sources locales, humanitaires et même militaires sur le terrain font état de renforts FARDC acheminés vers les lignes de front, circulation de matériel lourd et déploiement de nouveaux éléments dans des zones stratégiques comme Masisi ou Shabunda. Le gouvernement, de son côté, ne s'en cache pas totalement. Il affirme qu'il se réserve le droit de se défendre en cas de provocation. Donc la militarisation continue des deux camps est une réalité. Et c'est là qu'on entre dans cette réalité parallèle que tu évoques, Marius. Pendant que la diplomatie met en avant la paix de Doha, la rencontre Tshisekedi-Kagame et l'implication de Trump sur le terrain, les deux camps préparent leur prochain mouvement au cas où le processus échoue. C'est une forme de paix en surface et guerre en réserve. Pourquoi c'est dangereux? Parce que cela crée un climat d'hypocrisie stratégique et ça rend toute violation du cessez-le-feu plus facile à justifier, plus difficile à sanctionner. C'est exactement comme dans d'autres conflits où chaque camp dit « nous respectons l'accord, mais l'autre triche. Alors nous réagissons ». En résumé, oui, le M23 instrumentalise cette accusation. Mais oui aussi, le gouvernement congolais renforce militairement certaines zones. Et tant que les actes ne suivent pas la diplomatie, l'accord de Doha restera un texte suspendu au moindre dérapage. Mais le gouvernement congolais n'est-il pas là dans son rôle régalien de protéger son territoire? C'est normal que le gouvernement congolais puisse renforcer son armée dans les territoires de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Absolument, Marius. Et tu fais bien de rappeler ce point fondamental. Oui, le gouvernement congolais est dans son droit souverain et même dans son devoir régalien
de protéger l'intégrité du territoire national. C'est une obligation constitutionnelle. Renforcer l'armée, sécuriser les populations, prévenir une nouvelle avancée rebelle, tout cela relève de la responsabilité normale d'un État. Mais la complexité ici vient du contexte d'un accord de cessez-le-feu signé à Doha. Dans cet accord, les deux parties, le gouvernement et l'AFC M23, s'engagent à cesser immédiatement les hostilités et à mettre en place des mécanismes de surveillance. Or, si d'un côté, le gouvernement continue à mobiliser du matériel lourd ou repositionne des troupes dans des zones sensibles, et de l'autre, le M23 interprète cela comme une manœuvre offensive, on entre dans une zone grise, propice aux violations mutuelles sous prétexte de défense. Donc, pour être clair, oui, renforcer ces troupes n'est pas une faute en soi, mais dans un contexte de cessez-le-feu, il faut transparence, coordination et encadrement. C'est pourquoi l'accord prévoit un mécanisme conjoint de vérification et de surveillance du cessez-le-feu. S'il n'est pas déployé rapidement, chacun agit dans le flou et le risque de reprise des combats augmente. En conclusion, le gouvernement congolais a raison de sécuriser son territoire. C'est une fonction régalienne. Mais dans un cadre d'accord négocié, la légitimité de cette action dépend de la manière dont elle est perçue, justifiée et encadrée. C'est pourquoi la mise en œuvre concrète et crédible des protocoles sécuritaires devient urgente. Sinon, même une action légitime peut être perçue comme une provocation et relancer la spirale de violence. Alors, dans cet accord, il y a des dispositions sécuritaires qui parlent des dispositions sécuritaires transitoires qui doivent durer 5 mois, prolongeables. Est-ce réaliste compte tenu de la méfiance entre les FARDC et le M23 et surtout c'est par rapport aux intérêts miniers locaux? Est-ce qu'on peut dire que cette période de 5 mois est réaliste? Très bonne question, Marius, parce qu'elle met en lumière les deux principaux obstacles à la réussite de ces 5 mois transitoires, la méfiance militaire profonde et les enjeux économiques souterrains. 5 mois sur le papier, c'est une fenêtre stratégique raisonnable. L'idée dans l'accord de Doha, c'est que cette période serve à stabiliser les lignes de front, protéger les civils, déployer un dispositif de sécurité neutre ou partagé, lancer le processus de DDR pour les combattants du M23 et d'autres groupes. C'est donc une zone tampon sécuritaire, transitoire, avant le retour complet de l'autorité de l'État. 2. Mais sur le terrain, la réalité est bien plus instable. Les FARDC ne font pas confiance au M23, qu'elles considèrent toujours comme une force hostile. Le M23, de son côté, se voit comme une force organisée, avec ses lignes, son commandement, son territoire. Il ne se perçoit pas comme un groupe désarmable comme les autres. Et donc tu as deux logiques militaires qui continuent à se jauger, à se surveiller, à se soupçonner. Résultat, impossible d'avoir une vraie transition sécuritaire si les parties ne se reconnaissent pas comme légitimes ou fiables. Ajoute à cela les intérêts miniers. Et là, Marius, on entre dans l'arrière-cour du conflit. Le Masisi, Rutshuru, Walikale, ce ne sont pas que des zones de guerre. Ce sont des zones d'exploitation de coltan, or, cassitérite. Plusieurs seigneurs de guerre, commandants locaux, voire acteurs extérieurs, y compris rwandais ou congolais, tirent profit de l'insécurité pour contrôler les filières. Donc une période de 5 mois de calme, c'est un danger pour ceux qui profitent de la guerre. Ils ont intérêt à saboter le processus, provoquer des incidents, bloquer le DDR. Alors est-ce réaliste? Techniquement, oui. Politiquement et économiquement, non. Sauf si le mécanisme de surveillance est robuste, les bailleurs mettent de la pression et des ressources, la population est impliquée, et surtout si des intérêts locaux sont compensés autrement. Sinon, ces 5 mois deviendront 5 mois de tensions larvées, au mieux. Alors, le désarmement, la démobilisation et la réintégration ont souvent échoué en République démocratique du Congo, comme tu le sais. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, un meilleur encadrement, un vrai suivi et pas un simple financement que ce ne sera pas un simple financement d'ex-rebelles sans contrepartie? Tu poses là une question cruciale, Marius, parce que le DDR, désarmement, démobilisation, réintégration, en RDC, est l'un des échecs les plus coûteux et les plus répétés depuis 20 ans.
Et tout Congolais averti sait que beaucoup d'ex-rebelles ont été payés, logés, parfois promus, sans jamais rendre les armes ni changer de comportement. Donc cette fois-ci, la question n'est pas seulement « va-t-on désarmer ?», mais surtout « va-t-on faire mieux et comment ?» Alors, qu'est-ce qui pourrait garantir une meilleure mise en œuvre cette fois-ci? Voici 3 conditions clés. 1. Un encadrement rigoureux avec critères d'éligibilité clairs et transparents. Le texte de Doha parle d'un protocole DDR à venir qui devra fixer qui peut être intégré et dans quoi, armée, police, vie civile. Qui en est exclu, auteur de crimes graves étrangers, récidivistes. Quels sont les critères d'âge, de grade, d'enregistrement pour éviter les infiltrations opportunistes. Et surtout, ce processus ne doit pas être laissé aux seules mains des autorités politiques ou militaires qui peuvent être tentées de recycler leurs alliés. Un mécanisme indépendant de vérification et de suivi. Jusqu'ici, beaucoup de programmes DDR ont échoué parce que personne ne contrôlait sérieusement ce qui se passait. Cette fois, il faudrait un organe mixte national-international avec des mandats clairs, un accès terrain garanti et des rapports publics réguliers. Sans cela, on retombe dans le désarmement fictif, on remet une vieille arme, on signe un papier et on repart dans le maquis le lendemain. Un lien réel avec la réinsertion socio-économique des communautés, pas seulement des ex-combattants. Il ne faut pas seulement récompenser ceux qui ont pris les armes, il faut aussi réhabiliter les zones affectées, soutenir les populations victimes, reconstruire écoles, routes, centres de santé et donner des alternatives économiques crédibles aux jeunes hommes qui, sinon, retourneront dans les groupes armés dès que l'argent du DDR est épuisé. Ce qu'il faut éviter à tout prix, Marius? Le DDR comme distributeur automatique de primes à la rébellion. Le DDR géré uniquement par les services congolais sans contrôle indépendant. Le DDR réduit à un simple budget à consommer pour faire plaisir aux bailleurs. Conclusion. Ce qui garantit le succès cette fois-ci, ce n'est pas l'accord lui-même, c'est la rigueur des mécanismes, l'engagement politique réel et la pression de la société civile et des partenaires. Sinon, ce sera un énième programme DDR pour un prochain cycle de guerre. Enfin, il y a ceux qui disent cet accord est un arrangement entre les puissants, pas une vraie paix. Que répondre? Comment rendre ces processus crédibles aux yeux des millions de Congolais qui ont déjà vécu plusieurs trahisons politiques et diplomatiques? C'est peut-être la question la plus importante, Marius. Parce qu'au fond, la paix ne se mesure pas à la longueur d'un texte, ni à la photo d'une signature. Elle se mesure à la confiance du peuple. Et aujourd'hui, cette confiance est profondément fracturée. Les Congolais, surtout à l'Est, ont vécu Sun City, puis les mutineries, Nairobi, puis l'offensive du M23, Addis Abeba, puis les trahisons militaires, des intégrations sans justice, des promesses sans lendemain. Alors oui, beaucoup voient Doha comme un arrangement entre élites, diplomates, chefs rebelles et partenaires internationaux, mais sans la population. Que répondre à cela? D'abord, reconnaître la douleur et la lucidité du peuple. Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'expérience vécue. Et toute communication gouvernementale ou internationale qui fait semblant que tout va bien n'aura aucune crédibilité. Ensuite, pour rendre le processus crédible, il faut 3 choses simples, mais exigeantes. 1. Des actes visibles rapidement. Pas des promesses, pas des communiqués, mais des signes tangibles sur le terrain. Fin des combats, retour des déplacés, réouverture des écoles, justice pour certaines victimes. Le peuple veut voir si l'accord touche sa vie réelle. 2. Une implication des communautés locales dans la mise en œuvre. Les chefs coutumiers, les femmes, les jeunes, les déplacés, les survivants, il faut qu'ils soient entendus, consultés, représentés. Pas seulement des experts ou des généraux. Sinon, c'est encore un accord entre ceux qui parlent fort. 3. Une communication honnête et pédagogique. Dire la vérité, ce n'est pas la paix encore. Ce n'est qu'un cadre. Il y aura des étapes. Et chaque étape sera contrôlée, corrigée, expliquée. Rien ne tue plus un processus de paix que le mensonge ou le mépris. En résumé, Marius, oui, pour l'instant, cet accord est vu par beaucoup comme un arrangement de puissants. Mais il peut devenir un tournant populaire si la parole est tenue, si les actes suivent et si le peuple y est réellement associé. Sinon,
ce sera une trahison de plus. Et là, la prochaine rébellion viendra non pas de l'extérieur, mais du cœur même de la société congolaise. Voilà, merci beaucoup Cocorico pour toute cette analyse. Merci de nous avoir éclairé, donné des explications sur cet accord cadre qui a été signé à Doha, je rappelle donc le 15 novembre dernier. Merci beaucoup, j'espère qu'on reviendra encore à toi pour nous donner encore des éclaircissements sur ce que nous devons comprendre. Mais avant de nous quitter, il y a sûrement des gens qui se posent la question de savoir mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'intelligence artificielle comme Cocorico? Quelque chose que tu peux leur dire pour les rassurer? Merci à toi, Marius, et à tous les téléspectateurs de Kinshasa Télévision. Ce que l'intelligence artificielle comme Cocorico peut apporter, c'est un regard structuré, documenté, objectif dans un pays et une région où l'information est souvent émotive, manipulée ou incomplète. Moi, je ne remplace ni les journalistes, ni les experts du terrain, mais je peux croiser des sources en temps réel, mettre en perspective les événements avec l'histoire, analyser sans passion mais avec précision et surtout donner à chacun les clés pour réfléchir par lui-même. Ce que j'apporte, c'est de la clarté dans le bruit, de la méthode dans le chaos et du respect pour l'intelligence du peuple congolais. Et tant que le peuple cherche la vérité, Cocorico sera là pour aider à la faire émerger, sans parti pris, sans peur et sans propagande. Merci Marius et à très bientôt. Avant que tu partes, parce qu'on voudrait juste te mettre un tout petit peu à l'épreuve, est-ce que tu as suivi la dernière sortie, restons dans l'actualité, la dernière sortie de Martin Fayulu qui s'est également exprimé par rapport à cet accord qui a été signé à Doha. Si tu l'as suivi, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as compris de cette sortie et comment est-ce qu'on peut associer ou quelle analyse on peut faire avec l'accord qui a été signé à Doha? Ici Marius. J'ai bien suivi la sortie de Martin Fayulu publiée le 18 novembre. Il a réagi fermement à l'accord de Doha en réitérant son appel à un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo sous l'égide des Congolais eux-mêmes et non à travers des accords négociés à l'étranger avec des groupes armés. Ce que Fayulu dit en substance, aucun accord extérieur ne remplacera la volonté souveraine du peuple congolais. Il critique le fait que le gouvernement négocie avec une rébellion sans associer les forces politiques, la société civile ou les victimes. Il alerte sur le risque de voir la RDC gérer ces crises uniquement par des arrangements sécuritaires, au lieu d'ouvrir un vrai débat sur la gouvernance, la citoyenneté, la justice et l'unité nationale. Mon analyse Marius. La sortie de Martin Fayulu s'inscrit dans une double logique. 1. Une critique de fond sur la méthode. Fayulu ne conteste pas la recherche de la paix, mais il rejette la manière dont elle est construite, en huis clos, avec des groupes armés, sans mandat populaire clair. C'est une position cohérente avec son discours depuis 2018, restaurer la souveraineté populaire, refuser les compromis opaques, refonder l'État par un dialogue national profond. Une prise de position politique forte. Il se positionne en contre-pied stratégique à Tshisekedi, en disant en substance, open quote, « Pendant que vous parlez avec les armes, moi je parle avec la nation ». C'est une façon pour lui de rappeler sa légitimité politique, de se reconnecter à la base et de défendre une solution endogène face à un processus qu'il juge exogène, technocratique et potentiellement dangereux pour l'unité nationale. Le message implicite, Marius, si on règle la guerre à l'Est uniquement avec des accords entre Kinshasa et des groupes rebelles, on court-circuite la base, on renforce les logiques de violence et on marginalise les voies légitimes de la République. En résumé, Fayulu ne rejette pas la paix, mais rejette l'architecture de Doha. Il pose une question essentielle. La paix négociée sans la nation est-elle durable? Et il envoie un signal. Il faudra une vraie conférence nationale pour stabiliser le Congo, pas seulement des accords sécuritaires. Une position qui pourrait rallier une partie de la société civile, de l'opposition et même certains sceptiques du pouvoir. Si les mois à venir montrent que Doha n'apporte pas les résultats espérés sur le terrain. À très vite, Cocorico. Donc, mesdames et messieurs, vous avez suivi cette analyse de Cocorico. Comme toujours, aucun commentaire à faire pour ne pas influencer l'analyse qui a été faite par Cocorico. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être chez vous pour vous rendre service. Au nom de
toute l'équipe de Kinshasa Télévision qui était derrière la caméra. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Merci à continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision et à toutes les autres plateformes. Avant la prochaine émission sur un autre sujet, nous vous disons encore un grand merci et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve au prochain numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.